Bonjour à tous, je réponds aujourd'hui à deux investisseurs qui souhaitent se lancer dans un projet de colocation dans le département du Val-de-Marne, près d'une future station de métro du Grand Paris. Le bien est un appartement de 80 mètres carrés dans lequel il est possible de faire 4 chambres après travaux. Pour l'analyse, il est retenu un prix de location de 600 € charges comprises la chambre. Ils ont un horizon de détention allant de 5 à 10 ans. Nos investisseurs veulent acheter à deux et cherchent à travers ce projet à se constituer un complément de revenus. Ils se demandent lequel du régime de loueur meublé au réel ou de l'impôt sur les sociétés via l'acquisition par une SCI permettrait de maximiser ce fameux cash flow. Voici l'analyse que je leur propose. Ce tableau permet de comparer le régime du loueur meublé au réel ici en bleu avec les résultats obtenus si l'acquisition se fait par une SCI à l'impôt sur les sociétés. Je vais renseigner les cases jaunes des éléments du projet. Le bien est acheté 196 000 €, frais d'agence inclus. La case juste en dessous qui se remplit automatiquement correspond à la valeur amortissable du bien, c'est-à-dire nette du foncier. Les frais de notaire sont calculés automatiquement à 8%. Les frais de garantie sont calculés également automatiquement. Les travaux s'élèvent à 80 000 € et ont la particularité de comprendre les meubles. Nous ne renseignerons donc rien dans cette case-là. Les charges annuelles s'élèvent à 3 000 € et comprennent les charges locatives, l'eau et Internet. La taxe foncière s'élève à 700 €. Il n'y a pas de frais de gestion car nos investisseurs s'en chargeront. Les loyers annuels s'élèvent donc à 600 € la chambre x 4 et sur l'année. Nos investisseurs estiment pouvoir emprunter sur 25 ans à un taux de 1,90%. Leur tranche marginale d'imposition respective s'élève à 30%. Ils ne font pas partie du même foyer fiscal. Nous notons le prix de vente espéré qui s'élève à 300 000 € à l'issue du délai de détention, mais nous ne ferons pas d'analyse sur la fiscalité de la plus-value dans cette vidéo. Regardons les colonnes blanches du tableau. Elles reprennent tous les éléments nécessaires au calcul du résultat fiscal. Le revenu, l'amortissement du bien immobilier qui est obtenu par application d'une grille d'amortissement par composant qui est présentée dans un autre onglet. Idem pour l'amortissement des meubles et pour les travaux. Les charges d'intérêt correspondent aux charges d'intérêt d'emprunt que l'on retrouve ici sur chaque ligne noire annuellement. Les charges courantes correspondent aux charges annuelles et à la taxe foncière annuelle. Pas de frais de gestion et nous obtenons donc un résultat comptable et un résultat fiscal cette année-ci identique car il n'y a pas de problématique de report d'amortissement, le résultat étant positif. Le calcul de l'impôt au régime du loueur meublé au réel se fait en appliquant au résultat fiscal la tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de nos investisseurs. Le cash flow, lui, est calculé en déduisant des revenus tous les montants décaissables, c'est-à-dire tout ce que nous venons de voir, sauf les amortissements. Et bien entendu, la partie de l'emprunt qui est décaissée mais pas déduite, c'est-à-dire la partie amortissement du capital. Le cash flow s'élève donc à 10 173 € et nous avons une colonne ici qui représente le cash flow cumulé. En SCI maintenant, nous allons également calculer un impôt qui sera payé au niveau de la société. Il s'élève à 15% du résultat fiscal, donc 15% des 554 l'année 1. Il est donc limité à 15% dès lors que le résultat fiscal ne dépasse pas 38 120 €, ce qui est le cas sur toute la période du tableau. Le cash flow généré par la société civile immobilière est quasi identique au cash flow généré par le loueur meublé au réel. A une toute petite différence, et cette différence est due tout simplement à la différence d'impôt. Les autres charges décaissables et les entrées, les revenus, étant identiques.
Mais comparons ce qui est comparable. Pour que les associés puissent appréhender ce cash flow, ils doivent sortir ce que l'on va appeler des dividendes qui doivent supporter une fiscalité particulière. Ici, nous allons appliquer le prélèvement forfaitaire unique, PFU, égal à 30% des montants sortis en dividendes. Le problème que nous allons avoir, c'est que le dividende maximal que l'on pourra sortir est limité au résultat comptable après impôt. C'est-à-dire qu'ici, en année 1, nos investisseurs ne pourront pas sortir en dividende plus que 554 € moins les 83 € d'impôt sur les sociétés. Autrement dit, ils ne pourront pas sortir en dividende après clôture de l'année 1 plus de 471 € sur l'année. Après application du prélèvement forfaitaire unique de 30%, on obtient un cash flow appréhendé après fiscalité de 330 €. Bien entendu, le reste du cash flow de la SCI ne disparaît pas, il reste dans la société au niveau de son compte bancaire. Et ici, nous avons la colonne correspondant à la trésorerie cumulée restant sur la SCI, car les investisseurs ne peuvent pas sortir en dividende plus que leur résultat comptable net d'impôt. Dans ce fichier, je fais l'hypothèse de sortir tout ce qui est possible d'être sorti de la SCI, c'est-à-dire sous contrainte du résultat comptable après impôt, car rappelons-le, nos investisseurs ont pour objectif de vivre de ce cash flow sur un horizon de détention de 5 à 10 ans. En conclusion, le CF appréhendé, le cash flow appréhendé par nos deux investisseurs s'élève en moyenne au régime du loueur meublé au réel à 815 € par mois sur 10 ans. Tandis qu'il s'élève à 69 € par mois sur 10 ans lorsque l'on se place en société civile immobilière. Mais le reste du cash flow n'est pas perdu, comme on l'a vu tout à l'heure, il est stocké dans les comptes de la SCI et s'élève à 852 €. Notons que le cash flow qui pourra être appréhendé par nos associés, nos investisseurs, augmentera significativement dès lors que les résultats de la société basculeront du côté largement positif, c'est-à-dire après la 10e année d'exploitation, qui correspond en fait tout simplement à la fin de l'amortissement des travaux. Nous basculons dès la 11e année sur un résultat fiscal nettement plus positif que les années précédentes et donc mécaniquement, le cash flow maximal qui peut être appréhendé est nettement supérieur à ce que l'on avait les années précédentes. Au vu des objectifs de nos investisseurs, le régime du loueur meublé au réel est donc plus favorable et s'agissant de la fiscalité à la revente dans 5 à 10 ans, elle sera également plus favorable sous le régime du loueur meublé au réel. Des solutions existent toutefois pour optimiser l'utilisation du cash flow sous la SCI à l'IS. Parmi elles, la mise en place d'une gestion de cette SCI sous holding, ou encore la refacturation de services de gestion locative par l'un ou par les deux investisseurs, ou encore l'optimisation des rémunérations des deux investisseurs au sein même de la SCI. Rappelons donc les objectifs. Il s'agissait d'appréhender le cash flow car les investisseurs cherchaient un complément de revenus avant tout. Ils souhaitaient revendre sous 5 à 10 ans en espérant une plus-value liée au développement du Grand Paris. Et ils souhaitaient également limiter la fiscalité tant au niveau de l'exploitation qu'à la revente. Et en conclusion, le régime du loueur meublé au réel répond davantage aux objectifs des investisseurs qu'une exploitation sous SCI à l'IS. Ce cas est inspiré d'un cas réel. N'hésitez pas à me poser vos questions et avec votre accord, j'y répondrai peut-être en vidéo. Merci et à bientôt.